Christian, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Le plaisir pour moi. Les péripéties, comme d'hab, Ouais, entre normal. les retards, les machins. Mais bon, c'est ça qui fait aussi l'aventure. Merci d'être là. On va parler déjà de toi. Ok. Et surtout de ton livre Génie et folie, la théorie de l'infini perceptible. Juste avant de rentrer dans le livre et dans tout, c'est déjà de te présenter de la manière dont tu le souhaites. Ok. Et surtout qui tu es, qu'on puisse découvrir ce que tu fais. Ok. Donc mon nom c'est Christian Kamschwang, je suis un écrivain et entrepreneur. J'accompagne justement les entrepreneurs dans leur business développement, dans différents types d'activités. Et puis je suis un spécialiste de maths financières, de maths en général, de la pédagogie associée aux maths. Ouais, parce que j'ai cru voir ça un tout petit peu, qu'il y avait beaucoup de maths. Déjà par rapport au titre, je m'étais dit oula, c'est quelque chose. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un peu de moi. Je pense que dans chacun des ouvrages qu'on écrit, il y a un peu de nous. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'aller au-delà des maths et se rendre compte que autant les maths sont partout, autant on est tous des êtres extraordinaires. Et donc, ça, je suis d'accord. Peut-être qu'on pourra en discuter, mais voilà. Ouais. Ça, je suis entièrement d'accord. Et justement, c'est un peu ce que tu fais ressortir aussi là-dedans, finalement. C'est que, en fait, on est finalement un petit peu tous un peu des génies, mais même des lumières, finalement. Après, il faut savoir se saisir aussi de sa lumière, savoir se saisir aussi de son intelligence et pouvoir faire l'équilibre entre les deux. Et moi, j'ai envie de démarrer un peu à la genèse. Comment tu as commencé à écrire? Pourquoi tu écris? Ouais, ok. Alors, j'ai commencé à écrire très très tôt. C'est-à-dire, je me souviens, à l'âge de 7 ans, j'avais déjà dit à mes cousins et cousines que je serais écrivain. Ah ouais? Alors, quand je dis écrivain, je parlais pas de métier. J'avais déjà conscience de moi et je savais que j'avais une imagination débordante. Donc, je savais que j'allais écrire. D'accord. Et je me souviens très bien l'avoir verbalisé parce que c'était plus dans l'ordre du potentiel. J'avais vraiment cette connaissance de ma personne et de ma créativité qui faisait que c'était inéluctable. Ouais. D'accord. Oui, donc du coup, 7-8 ans, tu prends conscience. Alors non, 7-8 ans, je verbalise. Tu verbalises que tu veux écrire. Et c'est pas pour dire que très tôt, j'ai su que j'étais un peu singulier. Et donc, voilà, à 7-8 ans, je verbalise, c'est un peu différent. Ah oui. Ouais. Oui, non, je comprends, pardon, c'est moi qui me suis trompé de mot, mais c'est-à-dire que tu verbalises quelque part, t'annonces un peu finalement, tu fais une prophétie, quoi. Ouais. Et c'est marrant que tu dises ce terme prophétie, je pense dans le livre, on en parle aussi, mais on verra plus tard, mais oui, est-ce que c'est prophétique ou est-ce que c'est vraiment l'intime conviction? Est-ce que finalement on oriente notre futur? C'est un peu ça aussi oui et non, quand par exemple, moi je dis quand t'es un peu plus mature, oui. Mais quand t'as 7-8 ans, j'ai l'impression que c'est plus une prophétie, parce que est-ce que tu sais quelle est ta trajectoire, est-ce que tu sais que tu vas avoir un job, tout ça. J'ai l'impression que ça, c'est limite même plus profond, c'est même lié à ton âme, finalement. Parce qu'à 7-8 ans qu'une personne, comme ça, il vient à peine de découvrir la vie, il commence à avoir, on va dire, une conscience des choses, et puis d'un coup, il pose ce mot-là, c'est fort, je trouve. Ouais, mais vous savez, tu vois, j'enseigne à différents leviers, j'enseigne à la fac, mais j'enseigne aussi au collège. Et pourquoi j'enseigne au collège? C'est parce que les enfants ont encore cette magie. Tu vois, ce dont tu viens de parler, et des fois, je fais un exercice très intéressant. Récemment, j'ai fait un exercice très intéressant avec eux. Je leur ai demandé combien d'entre vous rêvent. Et 90%, 99% disent oui. Et je leur ai posé une autre question. Combien d'entre vous ont des rêves conscients? Il y a encore 95%. Combien d'entre vous... Et qu'est-ce que tu appelles rêve conscient, finalement? C'est-à-dire que vous avez conscience que vous êtes dans un rêve, vous vous baladez dans votre rêve, mais vous avez conscience que vous êtes ailleurs. D'accord. Et je leur ai reposé, je leur ai demandé combien d'entre vous, avant de s'endormir, décident où ils vont rêver. 95% encore. Et en fait, qu'est-ce que j'essaie de démontrer à travers ça? C'est que vous voyez, quand on est petit, on n'a pas de barrière, et on a quand cette capacité, ou cette extra capacité. Et c'est ça qui est magique. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on perd. Et je leur ai dit, attention. Pas forcément chez tous, hein. J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il y a des personnages, moi je me retrouve pas à 100%, mais tu vois, par exemple, moi j'ai toujours rêvé, et petite,
d'avoir ma société. Par exemple, je dis ça et j'imaginais tout le temps que ce soit dans tout. Et en fait, j'imaginais que je créais mon espace, et ça continue. Hein. Des fois, je me dis, mais je suis folle. Des fois, je m'en veux même. Mais je te dis, ça dépend. Génie et folie. Non, mais tu vois la trame là. Non. Ah oui, c'est pour ça que j'ai bien aimé. Ça nous rappelle. En fait, si tu veux, on associe ça à la folie, mais finalement, j'ai envie de te dire, c'est peut-être la normalité. Et que la folie, c'est ne pas rêver, finalement. Exactement. Et c'est sur ces petits paradoxes qui m'ont, tu m'as demandé qu'est-ce qui m'a poussé à écrire. En tout cas, ce livre, il y avait un peu de ça. Mais petit, c'est parce que j'avais une imagination débordante. J'ai commencé par la BD. Et puis, je savais que la BD, ça me limitait parce que j'étais bon au dessin, mais pour raconter une histoire ou les subtilités, je me disais, je suis pas encore assez bon. Donc, il faudra que j'écrive, je vais devoir écrire un livre. Voilà. D'accord. Ouais, je vois. Bah oui, mais c'est pour ça que je te dis que c'est peut-être plus profond. Peut-être que dans une autre vie, pour ceux qui y croient, t'étais peut-être écrivain. Peut-être. Et je dis souvent, c'est vrai que, tu sais, je suis un écrivain compulsif. Je pense pas que mes enfants m'aient déjà vu écrire, mais des fois, je suis en transe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis en transe et ça va très très vite. Ouais, mais mon conjoint pourrait témoigner la même chose chez moi. C'est-à-dire que moi, des fois, surtout même l'ordinateur, des fois j'écris, j'ai l'impression que mes mains se baladent toutes seules. Mais bon, c'est un autre sujet. Non, c'est pas du tout un autre sujet. On est dedans. On est exactement dedans. Oui, mais quand je dis c'est un autre sujet, c'est que il y a plein de choses qui se passent là-dedans. Il y a plein de choses qui se passent. Moi, au début, tu vois, juste l'interview que j'avais avant, je disais au début, je me disais que tout le monde était comme ça. Mais en fait, pas du tout, parce qu'en fait, il y a ceux qui le gardent et il y a ceux qui ont vraiment ce rapport à l'écriture qui est, je sais pas, c'est comme si, ce que je veux dire, ça va peut-être choquer, mais c'est comme si tu canalisais quelque chose, tu vois. Moi, des fois, quand j'écrivais, et quand j'étais petite, c'était des poèmes, tu vois. Et j'écrivais des poèmes, des fois, je ne sentais même pas ma main écrire. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Mais j'ai des cahiers remplis de poèmes. Et j'avais entre 9 ans et jusqu'à la fin du collège, même plus. Mais tu vois, tu te dis, mais qui a écrit ça, quoi? Non, mais je vois exactement. Mais on va y venir parce que c'est marrant, parce que sans le faire exprès, petit à petit, on se dirige vers le livre. Mais exactement. Et moi, ce que j'aime bien avec les enfants, c'est qu'ils ont encore cette magie. Moi, j'allais pas dire ma théorie, c'est juste que je sais que enfant, j'avais d'autres capacités. C'est-à-dire que j'avais pas conscience qu'il y avait des mots, par exemple, on appelle ça des rêves éveillés ou voilà, j'avais pas conscience qu'il y avait des mots pour ça. D'accord. Parce que comme tu le disais, je pensais que tout le monde était comme ça, ouais. Oui, mais c'est quand tu grandis, finalement, tu apprends à connaître un peu tes particularités, ta singularité, et puis là, tu te rends compte que moi, je suis peut-être resté enfant, ou peut-être j'ai gardé cette faculté-là. Il y a une problématique aussi, c'est que notre environnement nous transforme et nous fait oublier ça. C'est ça que j'essaie de dire aussi. Tu vois, je t'ai parlé de chiffres, j'ai dit 95% des élèves continuent en Et mais après, avec le temps, on perd cette magie, j'allais dire. C'est vrai que c'est important. Et justement, premier, on va dire premier livre que tu écris, est-ce que tu le publies tout de suite ou c'est quelque chose que tu gardes à la maison? Alors, non, je publie pas tout de suite. En fait, il y a eu le premier livre officiel et il y a eu le premier, j'allais dire, ma première ouverture au monde. Tu sais, tu finis ton premier manuscrit et tu le donnes à quelqu'un. Ça, c'est là. Et donc, la première fois que j'ai fait ça, c'était un concours de nouvelles. J'étais à la fac. J'ai écrit une nouvelle. On a gagné un prix. C'était le coup de cœur du jury, mais en fait, j'avais pas vu dans les règles du concours. J'avais pas vu qu'il y avait un nombre de mots maximum. Et donc, j'étais hors concours, quoi. Bon. Et donc, et cette nouvelle, je l'ai publiée des années plus tard. Et donc le premier roman que je publie, c'est un roman que j'ai fait un peu comme ça, les errances affectives. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me racontaient leurs histoires, etc. Et donc ça, au fur et à mesure, j'ai inventé toute une histoire, toute une romance. Sur le sujet sur ce sujet, sur l'amour, sur les relations, etc. Et qui était assez spécial par le fond et la forme. J'aime bien, je suis un peu, voilà. Et donc, ouais, je l'envoie à des éditeurs et franchement, je pensais pas que ça allait tout de suite, ça a plu.
Et là, tu te dis, bon, peut-être qu'il y a quelque chose. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose, ouais. Non, mais c'est bien. Après, une fois que tu l'envoies, là, du coup, tu te dis, ça y est, je suis écrivain, ou et qu'est-ce qui se passe concrètement dans ton esprit? Alors, comme je te l'ai dit, donc à 7 ans, je verbalise. Et donc, pour moi, être écrivain, c'est déjà réussir à mettre un point final à une histoire. Attends, mettre un point final à une histoire. D'accord. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à écrire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent. Et moi, ce que je dis souvent, l'acte, c'est poser ce point final. Tu poses ce point final et tu donnes ton œuvre à être lue. Pas forcément être édité, publié, peu importe, mais juste à être lu. Assumer le regard de l'autre. Et là, je pense que tu peux dire que tu es écrivain. Ça, c'est ma définition à moi. Oui, non, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, moi, j'aurais pensé l'inverse. Tu vois, ma définition, c'est justement, pour moi, c'est le début. Être écrivain, c'est un peu le début d'une histoire qui démarre. C'est pas le point final. Enfin, après, c'est ma définition, mais du coup, c'est marrant d'associer comme ça. J'aurais eu tendance à dire, de manière assez modeste, dire que l'écrivain, on écrit en devenant écrivain. C'est point barre. Mais je sais que moi, la plus grosse difficulté que j'ai, c'est ce point final et finalement assumer. Assumer, parce que c'est ça. Les gens n'écrivent pas, ne terminent pas parce qu'ils ont peur de ce regard. Je vois ce que tu veux dire. J'accompagne beaucoup de gens. Je le fais plus trop, mais parce que c'est fatigant d'accompagner des gens à écrire. Et je suis un homme d'action. Je sais pas si tu vois mon Instagram, c'est Christian Kamchuk, Achiever. Achiever, ça veut dire à un moment, on y va, on exécute et on y va, on le fait en fait. Et si on n'arrive pas à mettre ce point final, ça me frustre en fait. Donc, ouais, mais tu vois, moi, c'est en fait en écrivant, je dirais, j'ai jamais publié, j'ai écrit pas mal de choses, mais après c'est pas une envie que j'ai de venir, mais je me disais toujours que c'est le début d'une histoire, parce qu'à partir du moment où tu jettes un peu cette bouteille à la mer, c'est comme si tu ouvrais finalement un nouveau chapitre dans la vie de quelqu'un, parce qu'en fait ton livre n'est que le commencement d'une relation avec quelqu'un. 100% d'accord. Tu vois. Et c'est pour ça que moi, je me disais l'inverse. C'est-à-dire qu'une fois que la personne, un écrivain, moi, tu sais, j'ai pas eu beaucoup d'amis, mais une grosse partie de mes amis, c'était les livres. Tu vois, oui. Et du coup, c'est pour ça que je dis que c'était toujours des nouvelles histoires. Je découvrais, j'étais pour moi, voilà, exactement. Et c'est pour ça que je disais pour moi écrire, c'est l'auteur qui balance comme ça, tu vois, une lettre à la mer et qui se dit ça y est, c'est bon, tu peux en faire ce que tu veux. Moi, j'ai écrit I, mais toi, tu peux le déformer en Z. Alors, sur ton aventure, sur ton expérience, sur tout le processus que tu viens de raconter, je suis 100% d'accord. Mais je vois aussi ce que tu veux dire. Mais je pense qu'on se rejoint dans le sens où, à un moment, pour mettre cette bouteille à main, faut estimer avoir terminé. Et la mettre à la mer. Oui, mais ça, du coup, c'est vrai que c'est le plus difficile parce que, en fait, ça te met à nu. Bien sûr. Finalement, tu vois, ce que les autres vont penser de toi, ce que les autres vont te dire, ce que finalement le jugement, exactement le retour, et puis aussi la légitimité. Enfin, il y a plein de, c'est vraiment aller chercher, ça va te chercher toi, quoi, finalement. Ouais. Mais écoute, en tout cas, donc tu chemines. Une fois que t'as les retours, donc là t'es tout légitime et tu continues à écrire. Aujourd'hui, t'as combien de livres à ton actif? Je suis bon en maths, mais je sais pas compter mes livres. Non, j'habite, mais je pense que j'en ai au moins une douzaine. Bravo. Au moins une douzaine. Bravo. Et si je dois être honnête avec toi, j'en ai facilement au moins 6 dans ma tête, quoi. À écrire? Ouais, parce qu'ils sont terminés, tu sais, je te dis, ça va très très vite. Ouais, mais non, mais c'est ça que je dis, je sais. Et c'est pour ça que des fois, je disais que des fois, c'est limite une canalisation. C'est comme si le livre, il était prêt dans ta tête, et puis paf, moi, ça me faisait ça. Ouais. Et quand j'écrivais, des fois, je savais même pas. Et des fois, même, tu sais, même pour même du boulot, hein. C'est-à-dire que, des fois, je fais rien du tout. Hein. Mais par contre, pendant une semaine, j'ai l'impression que ça travaille au fond, tu vois. Et puis le jour où je m'y mets, tu relâches tout. Et puis ça va ultra vite. Même moi, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vois. Et tu sais, ce livre justement, je pense qu'il y a aussi, c'est pas une thérapie, mais beaucoup de gens, quand par exemple je fais des salons, beaucoup de gens ils voient tous mes livres, ils se disent attends, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, ce mec, ça va dans tous les sens. Et donc le livre en lui-même, j'essaye de répondre à une problématique interne. Et donc c'est pour ça que quand tu me parles de ta singularité,
Ça me fait beaucoup rire parce que on en parle dans le livre, c'est-à-dire que on est tous un peu spéciaux. C'est ça. Et il faut accepter ça. Et le silence, et c'est ce que tu disais un peu au début, c'est que le fait que chacun se taise pour pas paraître fou, eh ben, on ne normalise pas en fait certaines choses que tout le monde vit en fait. C'est ça. C'est ça. Et puis tu sais, il y avait une question, on m'a posé une question pour un article. Je vais te la poser aussi. C'était qu'est-ce que vous avez, enfin quelle vérité vous avez acceptée sur vous-même? Quelle vérité? Et justement, moi j'y ai répondu. Je vais te dire comment j'y ai répondu. C'est quand j'ai accepté cette singularité-là. Parce qu'en fait, je me mentais constamment. J'acceptais pas le fait que j'étais moi, et je me suis toujours menti. Et le jour où j'ai accepté ça, il y a plein de choses qui se sont, et je te repose la même question. Alors, quelle vérité vous avez acceptée sur vous-même? Alors, j'aurais pu te dire justement ça il y a quelques années, mais j'ai toujours su que j'étais un singulier. Mais avant, ce que j'ai appris très tôt, c'est à me cacher. Ça te cachait? À me cacher. Ah oui. Très tôt. Et donc, je me cachais. Oui, mais pourquoi tu te cachais, du coup? Non, mais parce que déjà, en France, c'est pas très bien vu d'avoir cette faculté, d'être bon dans plusieurs domaines, d'aller un peu partout, c'est compliqué. Et donc, je cachais ça. J'essayais souvent d'être un peu le clown, tu vois, quand je vois ce que tu veux dire, je voulais pas passer pour l'intello de service. Et quand je t'écoute, je sais exactement ce qui se passe dans ta tête et ou ce qui se passait dans ta tête. Et mais moi, très tôt, j'ai appris à me cacher. Et donc, mais il y a un truc qui est lié au livre. J'ai accepté aussi j'allais dire la mort. C'est pas vraiment la mort, c'est le fait de j'ai accepté cette pseudo-réalité. Et je me suis ouvert à d'autres. Bon, on va y revenir. On va faire un petit crochet sur les livres quand même. Génie et folie. Tu sais, quand j'ai lu, moi, déjà, je commence à lire le jour où on se quitte, nous, on se dit, je commence à lire, genre, waouh! Je dis, c'est bien parce que ça parle de sujets qui sont très, on va dire, très scientifiques un tout petit peu. Et en même temps, ça dévoile l'intérieur d'un, je dirais pas génie, parce que lui, c'est ce qu'il pense, on va dire, entre guillemets, il est un peu étiqueté génie, mais finalement, l'intériorité de beaucoup de personnes qui sont un peu singulières. Moi, je me suis reconnue dans une façon de penser, mais pas forcément dans le domaine, tu vois. Mais bien sûr. Ouais, mais ça a été, mais genre, et c'est d'ailleurs ça qui a fait que j'ai accroché avec le livre, parce que tout de suite, je me suis dit, mais attends, mais moi, on m'a toujours étiqueté comme ça, et je me suis dit, waouh. Ouais. Oui, tu sais que je suis aussi président des multi-potentiels. Ouais. Donc c'est une association et justement l'idée c'est de les aider dans le bien-être du multipotentiel. Alors pour ceux qui savent pas, un multipotentiel c'est quelqu'un qui est bon dans plusieurs domaines. Alors bon, on va dire même très bon, mais qu'est-ce que ça veut dire très bon? C'est toujours la même question. C'est nuancé. Et de l'autre côté, et donc on s'intéresse au bien-être. Donc comment tu te sens vis-à-vis de ton état. Et la deuxième chose, c'est on va s'intéresser à l'exécution. Tu as des tonnes d'idées, ça bouillonne. On va essayer de t'aider à canaliser et finaliser tes projets. Ouais. Donc en discutant, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en discutant avec toi, moi je vois beaucoup de choses aussi. Et quand tu me dis que tu t'es vu, je sais que tu t'es vu parce que moi je t'écoute depuis tout à l'heure et donc. Non mais moi ça a été une fulgurance et du coup je me suis dit waouh. Lui c'était tout ce qui est physique quantique tout ça. Et d'ailleurs même tu vois que une fois mon mari il m'a rigolé parce qu'un jour je lui parle de la physique quantique. Il me dit mais depuis quand tu t'intéresses à ça toi? Je dis il y a juste des choses que je te dis pas. Elle est terrible. Alors là, elle est terrible. Non, mais parce que je lui en parle, et tu sais, j'étais tellement à l'aise. Et il me dit, mais depuis quand tu t'intéresses à la physique quantique? J'ai dit. Après, il me dit, bon, la particularité que t'as, c'est que tu lis beaucoup. Donc, tu peux aller chercher des ressources dans les livres. Je dis, non, mais c'est juste que je m'intéresse depuis des années, mais sauf que j'en parle pas, puisqu'en fait, quand j'en parle, je suis un monstre. Non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Mais pour revenir à ça, est-ce que tu parles de toi dedans, quand même? Alors, non, alors, c'est très dur parce que c'est de la fiction. Alors, oui, est-ce qu'il y a quand même un bout de toi? Je veux l'exclure. Non, mais bien sûr, il y a des parallèles qu'on peut faire, dans le sens où, donc, il est très scientifique. Et puis, en fait, moi, très tôt, j'ai toujours été attiré par les gens un peu atypiques.
Et moi, j'ai rencontré beaucoup de gens atypiques dans tout mon parcours scolaire. Et la différence que j'avais avec tous ces gens atypiques, c'est que moi, j'étais capable de les comprendre. D'accord. Mais moi, on me voyait pas. Moi, j'étais soit à la fac, j'étais un peu le gars qui faisait du sport, qui faisait des blagues. Quand j'étais au lycée, j'étais un peu le sportif qui aimait sortir. Mais à l'intérieur, je comprenais tous les cerveaux de ces gars. Tu vois, les gars qui sont premiers de la classe, qui ont du mal à parler, qui sont très introvertis ou qui sont un peu déjantés. Et donc, c'est ce personnage, je l'ai construit à travers toutes ces rencontres. Et moi, ce cerveau, je comprends exactement ce qu'ils ressentent, je sais exactement ce qui se passe dans leur tête. Donc, est-ce que je parle de moi? Je pense pas vraiment, mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi. Mais tu parles de toutes ces atypicités que t'as rencontrées. En fait, c'est un peu un mélange de ce personnage un peu atypique que tu as pu rencontrer. Mais c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens, je vous invite vraiment à lire si vous vous sentez un tout petit peu à côté. Mais tu vois, moi, j'ai tendance à dire aussi qu'on est un tout petit peu tous atypiques. Après, il y a quand même on va dire des fulgurances ou des particularités qui sont justement liées à ces personnes qu'on appelle genre du multipotentiel, surdoué, enfin peu importe, qui sont quand même liées. Ça c'est fou parce que, petite anecdote, l'interview que j'ai eue juste avant, c'est une jeune femme, un QI de 145, identifiée, et qui me disait justement, moi ça a été ma difficulté depuis que je suis jeune, quoi, de pouvoir m'adapter. Non, mais bien sûr. C'est fou, hein. Avec les multipotentiels, justement, je permets aussi aux gens de s'ouvrir. Et c'est vrai qu'on a l'impression que parce que tu es surdoué, tu vas réussir à l'école. Attention. Il y a une association qui s'appelle l'association Mensa. Tu vois tout type de profil et tu vois des gens, l'école, c'est pas passé du tout. Et donc, faut faire attention. Mais justement, si on devait prendre justement une question bête, je reviens un peu au basique. Je me sens différent, je me sens inadapté. Comment je peux savoir, à part le test de QI bien sûr, qui est le test, le VICE ou j'ai oublié l'autre, pour les enfants et les adultes. À part celui-là, le psy, quels sont les éléments qui peuvent t'indiquer que tu as cette particularité-là avec tes multipotentiels, à ton niveau, bien sûr. Alors, faut faire la différence entre HPI et multipotentiel. On peut être HPI sans être multipotentiel. Oui, ça, Surtout les traits au QI ne sont généralement pas au potentiel en général. Ils sont très focus sur des sujets. Mais en gros, en ce qui concerne, si tu veux, les multipotentiels, en tout cas, il n'y a pas de test officiel. Déjà. La deuxième chose, c'est, nous, on a créé un test, vous allez sur notre Instagram, c'est multi et potentiel, on a un test, vous pouvez le remplir. Mais en gros, il y a quelques petites singularités. Souvent, on vous dit, canalisez-vous, arrêtez de vous disperser, vous commencez quelque chose, mais des fois, vous ne le finissez pas. Vous arrivez à avoir un diplôme. Mais vous voulez pas faire cette activité, vous passez à un autre diplôme, et un tas de petites choses. Ça, c'est pour les multipotentiels. Je vous invite à faire ce test. Oui, donc tu dis pour les multipotentiels qui s'égarent un tout petit peu, qui finissent jamais, il y a ce type de particularité. Il y a différents types de multipotentiels, mais je vous invite vraiment à faire ce test. C'est important parce que j'ai vu beaucoup de gens souffrir. J'imagine. Et tu vas rigoler, mais ce livre, il me permet très vite d'engager une conversation avec quelqu'un. C'est-à-dire, les gens qui passent et qui restent scotchés au livre, je leur dis souvent, attention, si vous restez scotchés, c'est qu'il y a quelque chose. Et souvent, on discute et je vois qu'il y a des singularités. Oui, déjà dès le départ, à partir du moment où on pose les mots sur sa naissance, je vais pas tout spoiler, et que c'était un petit génie que maman a remarqué, j'ai l'impression que quasi tous les parents qui ont des enfants un petit peu bizarroïdes ont eu ce sentiment-là. Ont eu ce sentiment-là que soit l'enfant était un peu trop intelligent, soit il était un petit peu trop bizarre selon les parents, mais c'est juste que ils avaient pas cette référence-là. Tu vois, j'ai toujours, on n'a pas le même référentiel. Des fois, il va me parler, il me fait une blague. Je dis, mais j'ai pas compris. Je dis, mais on n'a pas le même référentiel, je ne pense pas. Des fois, tu vas me parler d'un truc simple. Pour moi, c'est trop compliqué. Non, mais je vois. Mais tu sais, ce qui est marrant, tu vois, quand tu parles de ton mari, je sens qu'il y a une forme d'équilibre qui s'est instaurée. On a conscience l'un de l'autre de
d'où on se situe et d'où on se situe par rapport à l'autre, il y a cette forme de respect et donc je trouve ça c'est très beau quand on parle. En fait, parce que dès le départ, moi j'ai su qui j'étais et donc ça je le dis dès le départ. Ah oui, moi ça a été parce que je sais que notamment chez les Africains, que je cible un peu tout le monde, hein, c'est volontaire, que souvent les femmes qui sont plus ou moins je dirais intellectuelles, je vais pas volontairement, je dis pas intelligentes, qui sont intellectuelles, vont porter préjudice à un homme. Parce que, comme disait ma mère m'a toujours dit un truc qui est violent, que j'ai jamais accepté, mais que je l'ai accepté pour elle. Elle m'a dit, ma mère, moi j'ai arrêté de lire parce que sinon j'allais dépasser ton père. Tu vois ça, comment c'est violent? Non, je sais, moi, tu sais. Quand elle va regarder l'émission, elle va me dire, pourquoi tu racontes ta vie? Non, mais je vois. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, dès le départ, ça, je l'ai posé. J'ai posé le cadre en disant que je suis nulle dans certaines choses, et d'ailleurs des choses évidentes, je ne sais pas attacher des lacets, je ne sais pas lire l'heure, mais par contre je suis très douée sur des trucs, ou même si tu me demandes des calculs, je vais te les sortir comme ça, sans même compter, sans rien. Voilà. Oui, par exemple, tu vas me demander, j'ai une mémoire de fou, c'est-à-dire que des fois je fais des entretiens de 2 heures, je prends pas de notes, mais je suis capable de te rédiger le compte rendu. Et ça, mes chefs à l'époque, ils étaient comme ça. Comment elle fait ça? J'explique. Maintenant, si ça te va, on chemine. Si ça te va pas, ça va pas marcher. Ah oui, parce que sinon, en fait, c'est des remarques idiotes, bref. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes qui se reconnaissent. Et c'est dangereux pour les femmes, notamment, parce que vous, les hommes, on a l'habitude qu'un homme soit intelligent, soit brillant, soit, tu vois, c'est beaucoup plus accepté dans notre société. Et encore, si je mets bizarrement une parenthèse africaine, que d'avoir une femme qui est plus intelligente même que son homme, ça fait peur. Ah oui, non, mais c'est clair que ça fait peur. Et c'est fou ce que tu me dis. Ça m'appelle, il y a un livre, j'ai écrit un livre, ça s'appelle Conseil d'un père à sa fille, conseil d'un père à son fils. Et à un moment, t'as une petite phrase qui choque beaucoup. Je crois bien, c'est un truc du style, ma fille, la plus grande intelligence sera de faire croire que tu n'es pas. Un truc du style. Et souvent, les femmes, elles restent aussi. Il y a des phrases comme ça c'est fait pour choquer. Oui, c'est pour que vous puissiez en discuter. Ça engendre une discussion. Mais effectivement, il y a l'ego, en fait, de l'homme. C'est bête à dire, mais il y a l'ego de l'homme. Mais ensuite, j'estime qu'un vrai couple, dans son intimité, j'estime qu'on puisse l'un l'autre grandir l'un de l'autre. Après, je peux comprendre quand il y a le dehors, qu'on laisse pas des faux semblants, mais une certaine harmonie ou un ordre, disons, établi. Mais je pense que dans son intimité, moi, j'adore voir les gens s'épanouir. Et j'adore l'échange, quoi. Il y a pas de problème. Oui, et puis, par exemple, la singularité aussi, c'est de se dire quand quelqu'un connaît ses talents, on va dire, moi, je parle des talents parce que c'est mon côté RH qui ressort. En fait, tu n'as pas moi, ce que j'ai toujours, c'est que je fais grandir mon mec. C'est-à-dire que là où chez les autres, il est nul, moi, je sais où c'est son talent. Donc, des fois, volontairement, je vais lui dire, toi, t'es bon là-dedans. Vas-y, fonce. Et en fait, je n'ai pas de problème justement. Et je pense que c'est là où ça se crée cet équilibre-là. Il sait que, par rapport à la femme que j'ai, je suis intelligent, pas forcément dans tout, mais dans un domaine. Et effectivement, c'est comme ça que ça va se mettre, en fait, en équilibre. Et souvent, les gens, ils oublient un peu ça, c'est de mettre juste en lumière l'autre aussi, parce que l'autre aussi a des talents ou quelque chose. Bien sûr, je pense que c'est très important. Et c'est vrai que dans le livre, je sais pas, tu as parlé de la mère de l'enfant. Oui, allez, au tout début. Non, mais parce que en fait, cette femme, on va pas spoiler, mais t'imagines un enfant intelligent, souvent on pense c'est pas l'intelligence qui est héréditaire, mais les caractéristiques un peu autistiques ou même les caractéristiques de HPI, etc. Et la plupart du temps, effectivement, on a quelque chose d'assez héréditaire, etc. Et j'ai voulu mettre en lumière, mais c'est subtil, l'intelligence de cette femme. L'intelligence de cette femme, l'intelligence de la femme du professeur, la Miss Smith, j'ai voulu mettre en exergue son intelligence subtile, en fait. Déjà, si tu veux, pour moi, remarquer que ton enfant est plus ou moins différent, quelque part, c'est déjà une forme aussi d'intelligence, parce que tu as déjà une prise de recul. Tu regardes, en fait, moi, c'est ce que je dis souvent, je vais observer des détails qui sont très fins. Par exemple, c'est très con, mais un enfant,
à un certain âge, il va pas savoir associer beaucoup de choses. Mais quand un enfant commence à faire des liaisons, des associations qui sont très puissantes, là tu te dis ouais, cet enfant il est particulier. Même si c'est le tien, tu sais quand même faire la différence, tu vois. Et moi je donne un exemple. Ma fille un jour elle me dit, tu sais, on met des barrières là, d'escalier à la maison, et donc c'est fait à l'envers. Elle me dit, tu sais, quand c'est vert, ça veut dire que c'est bien fermé, et quand c'est rouge, c'est ouvert. Et elle me regarde, elle me dit mais maman, il y a un truc qui cloche. À 4 ans. Hein. Il y a un truc pourquoi sur les feux de la route, c'est vert le passage, et là, ça veut dire que c'est fermé. Je me suis dit, tu vois, là, elle fait déjà des liaisons qui sont plus loin que sa propre tête. Et je me suis dit, et je dis, c'est mon mec, tu regardes. Elle percute. Au-delà que ce soit ma fille, je observe juste son raisonnement, qui est, tu vois, et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à le lire, parce qu'en fait, au-delà de ça, ça te montre aussi que, il y a des raisonnements qui sont fins, qui sont différents. Il y a une façon de voir le monde qui est totalement différent. Ouais. Non, effectivement, et c'est vrai que je travaille beaucoup avec les enfants, et j'adore voir ça chez les enfants. Il y a des enfants qui sont, comment dire, pas méprisés, mais on les maltraite parce que les parents ne les comprennent pas. C'est ça. Et ça, c'est très dangereux. Bah oui. Très, très, très dangereux. Et donc, on arrive des fois à des choses très incongrues. Moi, j'ai des élèves, des fois, je sais qu'ils sont surdoués. Mais surdoué, hyperactif, lève la main tout le temps. Quand on donne un exercice, elle finit vite, elle s'ennuie. Tu l'interroges pas, elle sent frustrée. Bêtise, heure de colle, renvoi de cours. Et les parents, s'il n'y a pas de communication, les parents, s'ils sont à l'ancienne, c'est ceinture, ou sinon, on la punit, quoi, dans tous les cas. Et puis, il y a aussi un truc, l'insolence. En fait, par exemple, je sais que un enfant qui a de la répartie, chez des parents, par exemple, africains, je cite toujours les parents africains parce que c'est là où j'ai grandi, vont le percevoir comme de l'insolence. Alors que c'est juste un enfant qui a de la répartie, un enfant qui va dire, mais maman, toi aussi, t'as pas mis tes chaussures au bon endroit. Ça veut dire qu'elle sait. Elle t'envoie le même niveau de raisonnement que toi. Mais toi, tu sais pas que tu vas te dire, mais elle est insolente, cette petite. Non. Elle est juste intelligente, tu vois. C'est vrai que, au niveau éducation, je pense qu'on est à peu près de la même génération. Il y a des choses que j'ai dû apprendre. Moi, par exemple, j'écoute mes enfants. Mais c'est pas si évident. Ah bah non. Parce que toi, tu as grandi. Toi, tu as grandi. Il fallait juste se taire. C'est ça. Tu te dis, dans la chambre, tu dis pas pourquoi. On t'explique pas le pourquoi. On te dit, bien, on doit partir à 14h. Il n'y a pas de, oui, mais pourquoi? Ah, tu nous avais pas dit qu'on avait un rendez-vous, nanani. Non, on doit partir à 14h. Ouais, c'est comme ça. C'est pas une discussion, en fait. On n'est pas là pour discuter. Mais, et en fait, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses. Et c'est vrai que la première fois qu'on s'est intéressé à ces choses-là, c'était pour ma grande, ma fille, ma grande. Et donc, on l'a amenée chez un spécialiste, etc. Et on arrive chez le spécialiste, il me dit, moi, je pense qu'elle est très intelligente. Je pense qu'on devrait lui faire passer un test. Et moi, la première chose, je me suis dit, mais ça sert à rien, en fait. En fait, les réactions de parents, enfin de nos parents, ça sert à quoi? Enfin, ok, tu lui mets cette étiquette et alors en fait. Moi, je veux toujours la même chose. Oui, ça change pas. Et elle m'a fait comprendre. Déjà, elle essayait de me faire comprendre. C'est aussi héréditaire. Et bon, j'étais pas à l'écoute à l'époque. Mais c'est vrai que après avoir rencontré l'association Mensa, avoir vu différents parcours, c'est bon aussi de mettre des noms sur certaines choses. Ah bah oui, parce que ça justifie ton fonctionnement, mais surtout, ça t'aide à te positionner dans le monde. Parce que quand tu sais pas, à un moment donné, tu sais, même on avait eu cette discussion un peu quand on est resté longtemps au téléphone, à un moment donné, par exemple, quand tu es en entreprise, moi je me rappelle une fois, je me suis dit, je parle de mon cas, mais je pense que ça arrive à plein de gens, à un moment donné, je me suis dit, mais punaise, il m'enferme dans un truc. Mais, par exemple, je sais qu'il y en a qui sont contents d'être enfermés dans un truc. Moi, j'avais le sentiment mais qu'on me mettait dans une boîte. Et, même un cercueil. Mais voilà, et tu sais que ça m'a suivi en dépression. Mais si je ne savais pas que je fonctionnais différemment, j'aurais peut-être encore été en dépression longtemps. Parce que, en fait, à un moment donné, c'est intéressant que surdoué ou pas, peu importe, qu'on t'ait posé un diagnostic, qu'on te dise, je suis comme ça, tu fonctionnes comme ça t'aide. Mais tu sais, c'est marrant parce qu'on le voit là pendant ces quelques minutes. Tu sais que tu mets pas de mots sur ce que tu vois. Là, depuis on parle, mais tu sais que t'as pas mis de mots sur qui tu es.
Je sais que c'est toi qui m'interviews, je sais, mais là, il renverse le truc. Mais je suis pas là pour parler de moi. Ok, d'accord, Non, je rigole. Non, mais j'ai aucun mal à ça. Mais en fait, moi, j'ai pas forcément, de mots. Ouais, enfin. Tu sens déjà certaines choses, Non, en fait, si tu veux, pour revenir en 2-3 minutes à ma propre histoire, moi, j'ai passé justement toutes ces étapes-là. J'ai vu un psy, j'ai vu Tanaïm et tout ça. Et en fait, je l'ai complètement occulté, entre guillemets. Je l'ai mis de côté parce que je voulais pas. Et ça, tu vois, au début, je ne voulais pas m'associer à ça. Je comprends. C'est en lisant des livres de Jeanne Thiault-Fachan que je me suis réconciliée en 2016. Quand je lis, je tombe sur ça à la Fnac. Trop intelligent pour être heureux. Et en fait, là, je lis ça, je pleure littéralement. Donc moi, je me dis, mince. Et en fait, par exemple, il y avait des choses. En fait, si tu veux, moi, ça m'a toujours porté. Le fait d'être intelligente, ça m'a toujours porté préjudice. Et c'est pour ça que j'ai, entre guillemets, occulté. Parce que ça ne te donne pas d'amis, faut savoir, en tant que fille. Et là, je vais avoir des larmes parce que c'est profond. T'as pas d'amis. Parce que, en fait, quand surtout les filles, quand t'es, entre guillemets, déjà, tu t'ennuies dans leur conversation. Moi, j'ai toujours dit, j'ai pas d'amis, parler de futilité, ça ne m'intéresse pas. Donc, à un moment donné, ça me saoulait. Après ça, attends, non, attends. Non, mais c'est pas grave, c'est des larmes parce que c'est un sujet qui me touche. Ouais, tu vois, il y a plusieurs facteurs. T'as aussi le fait que, il y a la jalousie qui est portée dans la fratrie. On sait qu'il y en a un qui va beaucoup plus vite que les autres. On sait que machin. Moi, je me rappelle quand il y avait un truc qui se perdait dans la maison, fallait dire, c'est Princia. Princia avait une super mémoire, elle savait, mais personne ne savait pourquoi j'avais une super mémoire. Tu vois. Après, le vrai problème, c'est avec les hommes. C'est là où c'est un vrai problème. Quand tu commences. Je pense que même quand tu viens de le dire, avec les hommes, avec un grand âge, mais je comprends les relations. Oui, mais oui, avec un petit homme, on va dire, parce que dès que j'arrivais, en fait, je faisais pas peur, mais en fait, les gens me comprenaient pas. Oui, ça, ouais. En fait, donc pour moi, ça a été une véritable souffrance. Donc à un moment donné, j'ai même occulté tout ça. Je me suis dit, mais en fait, ça sert à quoi? Je préfère être entre guillemets normal que d'avoir que des problèmes dans ma vie. En fait, ça m'a causé que des problèmes. Non, mais c'est marrant ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, je n'ai jamais pour moi posé, c'est quand je lis le livre de Jeanne Thiault-Fachan que je commence, et aujourd'hui j'en ai 20 sur la surdorance, et d'ailleurs, mais c'est là où je commence à me réconcilier avec ça, mais ça n'a jamais été pour moi simple, mais j'ai eu que des problèmes avec ce truc. Et tu sais que c'est marrant, parce que ce que tu me dis, moi ça m'est déjà arrivé de voir des gens pleurer. Mais oui, mais, moi, je t'assure, aujourd'hui là, je pèse mes mots, mais quand, par exemple, tu lis pas. Hein. Moi, je me souviens, ça c'était un peu plus tard, mais je me rappelle, il y a un prof qui me disait, mais elle, c'est la touriste. J'allais en coin, je me mettais au fond. Je suis sortie première de ma promo. Et là, il y a des gens qui te regardent, qui te disent, mais putain, mais comment elle fait celle-là? Elle foutait que dalle de la vie. Sauf que moi, je sais qui je suis, je sais comment je fonctionne. Tu vois, quand t'arrives et que autour de toi, t'as que des nanas. Et c'est pour ça aussi que, ce que je vais te dire là, c'est franco, et ça va peut-être me faire perdre des gens. Mais quand t'es autour de toi, t'as des copines avec qui tu fréquentes depuis l'enfance, tu peux pas exposer ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, manière, elles s'en doutent un tout petit peu, mais elles se disent que le principe est bizarre. Oui, bien sûr. Mais le jour où tu le dis ça, tu vas, en fait, t'écarter. Parce qu'en fait, comme elle se sentait déjà que t'étais bizarre avant, mais bon, elle l'acceptait. Mais aujourd'hui, que tu dises, ah oui, moi je suis surdouée, ou je suis machin, mais pour qui elle se prend celle-là? Mais, ouais, tu vois? C'est dingue, hein? Je vois exactement ce que tu dis, et c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à aller vers ces associations, que ce soit les multipotentiels ou même Mensa, on l'a mentionné, parce que c'est vraiment important, et je comprends ton isolement. Et moi, c'est fou, parce que petit, j'ai compris très vite, mon gars, mets un masque, sinon tu vas pas t'en sortir. Ouais. Mets un masque. Ouais. Et cette faculté d'avoir ce masque, ça m'a permis aussi d'être modulable. J'allais voir les intello geeks vraiment, mais vraiment limite autistes, mais en même temps, j'allais voir la plus belle fille de la fac, et je faisais les deux, et on comprenait pas qui j'étais en fait. Ouais, parce que t'arrivais à te fondre. Hein. Oui, parce que j'allais de l'extrême à l'autre, et on comprenait pas trop qui j'étais. Et ça crée aussi de la jalousie, hein, quand même. Hein. Ça crée aussi de la jalousie. Malgré que tu mettes un masque, tu te dis, putain, je fais des efforts. Oui, mais parce qu'en fait, il y a des gens qui le voient. Ouais, c'est vrai aussi. Il y a des gens qui le voient, t'as pas besoin, en fait. Des gens, ils vont te dire, mais celle-là, elle est bizarre. Ou celui-là, il est bizarre. Il y a des gens qui le voient, qui savent, en fait, ils savent pas poser le mot, mais qu'ils le voient. Et puis, enfin, je trouve que dans notre société, moi, j'ai toujours dit, ça te rend pas plus intelligent, mais ça te rend, plus fin.
et plus, en fait, t'as un élan d'avance. Moi, c'est toujours ce que je dis, c'est juste, j'ai un trait d'avance sur beaucoup de choses, mais je suis pas plus intelligente. C'était moi, mon positionnement, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai toujours un petit trait d'avance, tu vois, un petit trait d'avance. Après, quand je vois, par exemple, des gens qui sont hyper brillants, je suis toujours passionnée, j'adore aller m'instruire, j'adore lire, mais tu vois, les gens me posent des fois des questions, mais comment tu sais tout ça, toi? Je sais, en fait, moi, quand il y a un truc qui me passionne, faut savoir que je vais passer une semaine sur le truc, focus dessus, tant que j'ai pas calé l'affaire. Non, mais je vois exactement. Et ça me fout parce que ça me rappelle juste un petit truc. Quand j'étais à la fac, peut-être qu'elles se reconnaîtront. Il y avait un groupe de filles, elles m'observaient de loin. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais au collège ou au lycée. Ça m'était déjà arrivé parce que certaines personnes savaient que j'avais sauté une classe. Donc, ça m'était déjà arrivé d'avoir des groupes de filles qui essayaient de me teaser, de me titiller. Et à la fac, il y avait des filles, bon, on était en cours ensemble et tout, tu vois, en file de 700 personnes, etc. Et elles avaient laissé premier semestre, deuxième semestre, première année, deuxième année. Et à un moment, il y en a une, elle vient me voir. Je pense que c'était une des plus belles filles de la fac, etc. mais très intelligente. Ouais. Et elle vient me voir, les trois, elle vient me voir, elle me dit, il y en a une qui me dit, pourquoi tu fais semblant? Et bim, grillé. Je dis, comment ça? Elle me dit, comment ça? Elle me dit, mais pourquoi tu fais semblant? On te voit, tu rigoles, tu fais des blagues. Et tu sais, je venais en cours. J'avais pas de cartable. Je détestais le cartable. Je prenais le 20 minutes et je notais le cours sur le 20 minutes. Et les profs, ils devenaient fous. Et je pensais, moi, je savais pas que ça les énervait. Je pensais que le résultat final, ce qui les importait, c'est les examens. Non, je sais qu'une prof, ça l'a beaucoup énervé. Et j'étais le majeur de sa promo. Ouais, bon, j'étais le majeur en général, mais j'étais le meilleur de sa classe. Et je sais qu'un jour, je lui ai demandé une lettre de recommandation. Peut-être qu'elle se reconnaîtra. Mais elle m'a écrit, je sais qu'elle m'a écrit de la merde. Excuse-moi du terme. Ah non, mais t'as le droit. Bon, je m'en suis remis. Mais c'est des petites blessures comme ça qui m'ont dit que voilà, il fallait que je fasse attention. Il fallait que je fasse attention. Ouais, mais pour conclure un peu sur ce sujet-là, parce qu'on va commencer à chuter, quel conseil tu donnerais justement à des parents s'ils commencent à voir que leurs enfants sont un peu atypiques? Enfin, des petits conseils à ton niveau? Ouais, déjà, moi, ce que j'essaie de faire avec mes enfants, c'est déjà leur faire accepter ça. Et quand on parle de atypique, souvent je fais le parallèle avec les super-héros. Et ben écoute, effectivement, j'ai des super-pouvoirs, mais le monde n'est peut-être pas prêt aussi à avoir tous tes super-pouvoirs. C'est vrai. Et donc, t'as Clark Kent et t'as Superman. C'est ça, exactement. Belle image. Et donc, c'est vraiment accepter ça, accepter cette singularité, et puis des fois, essayer de d'arrondir les angles. C'est dur de se dire qu'on doit faire des efforts pour les autres, mais je pense qu'il n'y a pas encore d'environnement assez ouvert et agréable. Oui, et tu t'en rends compte, et tu t'en rends vite bien compte. Notamment en fait, ce qui est vraiment violent, c'est le monde du travail. Parce que l'école encore, ça va. Parce que quand tu as des amis, vous n'êtes pas là en compétition tout le temps. Mais le monde de l'entreprise, c'est très violent. Moi, je me souviens d'une blague. On m'avait convoqué dans le bureau en me disant, oui, Princesse, tu dis jamais bonjour. Et, en fait, si je disais bonjour, mais en fait, je ne discutais pas avec les gens. Et donc, je lui ai répondu comme ça, from scratch. Je lui ai dit, mais je suis pas là pour me faire des amis. Et ça m'a été reproché. Donc je sais que tu vois, non, et surtout que discuter pour rien, ça ne m'intéresse absolument pas. Comme ça. Je suis désolée, moi je défends, tu sais, j'ai toujours adoré la pub de McDo. Venez comme vous êtes. Tu vois, je défends ce credo-là parce qu'à un moment donné, tu te dis, à un moment donné, il faut accepter. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un signe du destin de m'avoir mis dans cette position-là, parce que quelque part, je suis là pour faire rentrer les gens atypiques dans des cas. Tu vois, moi, quand je rencontre les gens en entretien, je sais, en 2 minutes, si la personne est, tu vois, et je lui dis, rassurez-vous, il n'y a pas de jugement. Vous pouvez. Mais tu sais qu'on a pensé j'avais rencontré une fille dans le train, et on discute comme ça, et puis tout d'un coup, je lui dis, ouais, multipotentiel. Elle me dit, ah ouais, mais moi aussi, je travaille sur la question, là. Je lui dis, écoute, tu sais quoi? Viens, on crée une agence, pas d'intérim, mais vraiment une agence de recrutement. Comment gérer les multipotentiels en entreprise?
comment recruter les multipotentiels, etc. Et donc quand tu me parles, tout ça, il y a un tas de choses qui se mettent en place. Et c'est vrai que professionnellement, moi je suis assez sociable, donc donc ça va. Mais dernièrement, j'avoue, il y a une question qu'on m'avait posée. J'ai un boss qui moi je suis freelance, donc il vient me voir, il me dit, Christian, bon, on va arrêter la mission et tout, je sais pas ce que t'en as pensé et tout. Je lui dis, bon, j'ai fait les chiffres, tu m'as demandé de faire des chiffres, donc ouais. Je dis, ouais, c'est un peu dommage, et puis j'ai l'impression, on avait l'impression que t'aimais pas ce que tu faisais. Je dis, mais attends, mais moi, on m'a pas embauché pour aimer. Moi, on m'a embauché pour faire du chiffre. Ouais. Moi, j'ai super formé les chiffres. C'est ce qu'on m'a demandé. Et voilà, c'est tout. Et ça veut pas dire que j'aime pas. C'est juste le vrai KPI, il est là. Moi, je sais pas de quoi tu me parles. C'est ça. J'ai l'impression qu'on est, mais voilà. Non, mais je pense que oui, il faut aussi s'ouvrir aux autres et essayer d'aller vers ces groupes où vous vous sentirez un peu plus à l'aise, où il y aura moins de regards. Moins d'austérité et surtout de négativité. Bon, en tout cas, ça a été très riche. Même si on aurait même pu faire un deuxième épisode. Ouais, je sais, c'est toujours ça, c'est toujours comme ça. Mais bon, voilà, j'avais prévu 1h30, mais bon, on n'a pas pu. Non, c'est pas grave, on a bien échangé. Tu vois, ça a même limite réorienté la conversation. Hein. Moi, j'avais prévu d'autres choses, mais finalement, c'est très bien et pour ça, je t'en remercie. Je voudrais juste finir sur mes 2 questions signature quand même et sur tes projets rapidement. Ouais, bien sûr. Une petite minute, quels sont tes projets? Là, je sors un nouveau livre de maths. Waouh. J'ai peut-être 2 autres romans et le jeu Michango. Là, on est en train de faire une autre version avec des mots, etc. Mais, génial. Non, on est à fond. Et souvent, je dis, on est plusieurs. Dans le livre, on parle d'esprit partagé. Je sais pas. Voilà. Bah oui, à force de faire plein de choses, des fois t'as l'impression que t'as une partie de ton cerveau qui est dédiée à chaque non, mais exactement. Et je voudrais revenir sur mes 2 questions signature, vraiment plus simples. Quel est l'événement qui t'a transformé, qui a fait aujourd'hui l'homme que tu es? J'ai parlé tout à l'heure de mort et j'en parle dans ce livre. J'ai voyagé et j'ai voyagé au-delà de cette réalité et on peut pas ressortir indemne de ce type de voyage. C'est quoi, c'était une mort imminente? Alors c'est marrant. Tu sais, quand tu lis un livre, tu voyages, mais le fait que quelqu'un le lise, lui aussi voyage. Et donc j'ai eu des retours de lecteurs et une lectrice que je salue d'ailleurs. Elle m'a parlé de mort imminente. Moi, je savais pas de quoi parler. Je n'ai jamais eu de mort imminente. Mais j'ai compris très vite qu'elle avait compris l'expérience que j'avais vécue à travers le livre. Et donc, c'est un grand voyage. Et donc, je peux pas en rester indemne. Ouais, voilà. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as mis concrètement en place? J'ai voulu changer le monde. Waouh, c'est beau. J'ai voulu changer le monde. J'arrive en 2017. J'ai écrit un livre, ça s'appelle Le Manifeste de la raison objective. C'est une alternative de vie en société. J'ai créé 2 startups, une civic tech et une fintech. Et l'idée, c'est de montrer, je suis petit, je suis personne. Mais je me suis dit, je peux donner des armes aux gens pour changer le monde. Moi, j'aurais même dit, tu es grand, parce qu'on se dit petit, mais si on repart un peu à la physique quantique, c'est que quelque part, si on est la source, finalement, si on forme un avec la source, finalement, on est aussi grand que lui, sans prétention, tu vois. C'est-à-dire que quelque part, on a des possibilités qui sont limite infinies, et tu en parles, tu vois. Et nos possibilités sont infinies, et c'est limite nos croyances et notre environnement qui les rendent un peu, limités, Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, j'aimerais que les gens aient la capacité, justement, de reconnaître leurs dons, leur singularité, et j'aimerais qu'ensemble, on soit capable aussi de changer cette réalité, et de s'ouvrir à d'autres, finalement. En tout cas, je suis quelqu'un de très positif. J'adore voir les gens s'épanouir. Si vous avez des difficultés, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même en ce qui concerne votre multipotentialité, n'hésitez pas à me contacter ou à nous contacter à travers nos réseaux sociaux. Merci à toi. C'était ultra riche. Non, c'était un plaisir. Moi, j'adore. Et puis, épisode 2 à suivre.